À l'ordre, s'il vous plaît. Alors, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des finances publiques ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle à bien vouloir éteindre la sonnerie de leur appareil électronique. La Commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi numéro 82, loi concernant l'identité numérique nationale et modifiant d'autres dispositions. Monsieur le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Madame Mallette-Huntington est remplacée par Madame Tremblay-Hall. Monsieur Beauchemin-Marguerite Bourgeois par Madame Sitlacouille-Montréal-Outremont. Monsieur Morin-Acadie par Madame Caron-Lapinière. Madame Zaga-Mendez-Verdun par Monsieur Boisy-Maurice Richard. Merci. Alors, lors de l'ajournement de nos travaux le 22 mai dernier, nous en étions à l'étude de l'article 7. Est-ce qu'il y a des interventions sur cet article? Oui, Madame la députée de Montréal-Outremont. Oui, mais 7, en fait, prévoit que l'article réfère à 12.5.3 qu'on a adopté, il me semble, de mémoire. Oui, qui 12.5.3 est modifié par l'article 11. Donc, on avait inversé l'ordre de l'étude de ces articles-là. Mais j'aurais juste une question, si vous me permettez. Là, je sais qu'on a voté sur 12.5.3, mais juste une question par rapport au règlement qui va être adopté subséquemment là, pour déterminer les cas et les circonstances dans lesquels une atteinte présente un risque de préjudice sérieux ou les critères permettant de déterminer si une atteinte présente un tel risque. Je lisais le mémoire de la CAI à la page 32 là, quand ils ont fait leurs commentaires sur les modifications apportées à la LGGRI. Puis leurs commentaires portent là, sur le fond. Ils trouvent que c'est une bonne chose, là, de ce qui est fait à 12.5.3, incluant d'étendre l'obligation à pas seulement aux organismes publics, mais aussi l'ouvrir à la société civile. Mais là où ils ont un commentaire, c'est ils ont mentionné dans leur mémoire à la page 32 qu'il y a déjà des lois cadres qui concernent la protection des renseignements personnels, évidemment, et qui prévoient déjà l'obligation pour les organismes publics et les organisations privées d'aviser la Commission ou, selon le cas, le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Commission, lorsqu'un incident de confidentialité implique des renseignements personnels ou lorsqu'un incident de confidentialité impliquant des renseignements personnels présente un risque qu'un préjudice sérieux soit causé. Eux, essentiellement, ce qu'ils disent, c'est que là, il y aura deux régimes similaires et ils souhaitent sensibiliser les parlementaires sur la confusion qui pourrait être créée par la présence dans la législation de deux concepts similaires portant sur des matières intrinsèquement reliées entre elles, mais pouvant mener à des obligations de déclaration différentes. Cela sera, puis je vais juste terminer la lecture du paragraphe, cela sera d'autant plus vrai si les cas et les circonstances dans lesquelles une atteinte présente un risque de préjudice sérieux ou les critères permettant de déterminer si une atteinte présente un tel risque, fermez les guillemets, qui seraient déterminés dans un règlement du ministre ne sont pas établis avec précaution et en cohérence avec le concept de préjudice sérieux prévu aux trois lois cadres en matière de protection des renseignements personnels. Donc, bref, la question, c'est comment répondez-vous à cette préoccupation de la CAI là, qui nous sensibilise à ne pas justement créer une confusion. Madame la Présidente, si possible, je laisserai Maître Drolet répondre à cette question-là particulière. Oui, est-ce qu'elle a déjà pris la parole? Pas aujourd'hui, alors ça va prendre votre nom, votre titre, s'il vous plaît, vous présenter. Alors, par la suite, on va vous écouter. Émilie Drolet, avocate pour les affaires juridiques pour le MCN. Donc, pour répondre à la question, là, il n'y a pas de confusion. C'est vraiment deux régimes qui peuvent s'appliquer ou pas à une même situation. Donc, finalement, il y a un régime qui s'applique dans la loi sur l'accès, la loi sur la protection des renseignements personnels et la loi pour les renseignements santé et services sociaux quand il y a un incident de confidentialité, donc dès que ça touche ou ça implique la présence de renseignements personnels. Mais ici, quand on est dans l'article qui est proposé par la LGGRI, c'est vraiment un événement, une atteinte ou un risque d'atteinte à la sécurité de l'information. Donc, vraiment, il y a soit un bris de disponibilité, un bris d'intégrité ou un bris de confidentialité, mais qui ne concerne pas nécessairement un renseignement personnel. Donc, une même situation pourrait être couverte par les deux régimes, mais à l'inverse, ça pourrait être uniquement un incident de confidentialité au sens de la loi sur l'accès et les autres lois du régime de PRP, tandis que dans la LGGRI, on est vraiment dans des situations de sécurité, le bris de disponibilité, intégrité, confidentialité.
Merci. Mais pour revenir donc à 7, il me semble que la discussion qu'on avait, je pense que c'est il y a 2 semaines, ou peut-être, oui, peut-être la semaine dernière, peu importe, lors de la session précédente, on échangeait avec le ministre à savoir est-ce qu'il y aurait des exemples à fournir de ce qui est visé justement ici à l'article 7. Des exemples de? Des exemples de situations qui peuvent survenir au sein de toute personne ou toute entité propriétaire ou exploitante d'un système ou d'une infrastructure essentielle. Monsieur Steve Gauthier, Et, oui, monsieur, votre nom et votre titre, s'il vous plaît. Consentement pour que monsieur prenne. Oui. Steve Gauthier, directeur général du Centre gouvernemental de cyberdéfense, au MCN. Les exemples, on va ramener ceux qui avaient été donnés la dernière séance. Les secteurs essentiels là, qui vont être visés principalement, ça va être des secteurs comme l'énergie, télécommunications, finances, santé, alimentation, eau potable, eau usée, transport, sécurité, gouvernement, manufacturier. Et ce n'est pas nécessairement l'ensemble des entreprises, organisations de ces secteurs-là, mais c'est celles qui vont desservir une certaine masse critique de citoyens en général. Services essentiels. Essentiel. Merci. Et qu'est-ce qu'on avait dit aussi par rapport aux municipalités? Elle rentrerait dans quelle catégorie? Quel article s'appliquerait aux municipalités? En fait, les municipalités, c'est l'eau. Donc, leur service d'eau potable, par exemple, ferait partie, s'il y a un incident, ferait partie des incidents à déclarer. Par contre, si on pense à d'autres services, comme le site Web de la municipalité, c'est un service qui est utile à la population, à ses citoyens, mais qui n'est pas aussi critique, aussi essentiel que l'eau. Donc, ce n'est pas l'ensemble des incidents de sécurité qui auraient à déclarer, c'est seulement ceux qui concernent la partie essentielle et selon certains critères aussi, là, qui, à l'article 12.5.3, vont être déterminés par le ministre. Donc, ce n'est pas tous les incidents, mais c'est ceux qui amènent un préjudice plus élevé. Merci. Moi, ça va. Dans le fond, c'est toute entité propriétaire ou exploitante d'un système qui est un service essentiel, entre autres. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 7? Oui, Madame la députée de Lapinière. Et je comprends que quand on dit que le ministre détermine, ça sera par décret ou par règlement? Par arrêté ministériel. Par arrêté ministériel. Oui. Merci. D'autres interventions? Alors, est-ce que l'article 7 est adopté? Adopté. Adopté. Alors, l'article 8, Monsieur le ministre. L'article 8, c'est plus de concordance. Je vais quand même le lire puis le commenter. L'article 8. À l'article 8, l'article 7.1 de cette loi est modifié par la suppression du 2e alinéa. L'article 8 du projet de loi propose le retrait du dernier alinéa de l'article 7.1 de la loi sur la gouvernance et de la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement, chapitre G1-1.03, qui concerne le pouvoir de délégation du dirigeant principal de l'information en raison du nouvel article 7.2 proposé par l'article 9 du projet de loi. Des interventions? Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, mais ce que je comprends, c'est que le libellé n'est pas tout à fait... On ne retire pas complètement le pouvoir de délégation. On vient l'élargir et on le prévoit dans un article séparé, 7.2. Oui, c'est ça. Est-ce que dans l'ordre des choses, c'est... je sais pas, moi, ça me... On n'étudie pas un avant l'autre, en tout cas. C'est bien qu'on a fait 11 tantôt. Oui. On aurait pu faire 9 avant. Mais... On va en discuter. Il est assez simple, 9 aussi. Là. C'est du remplacement. L'article 8. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 8? Oui, Madame la députée de Lapinière. Merci, Madame la Présidente. Alors, quand on parle du dirigeant principal de l'information qui agit à titre de chef gouvernemental pour la sécurité de l'information, chef gouvernemental de la transformation numérique, gestion des données numériques gouvernementales, on fait référence à qui
Qui est ce dirigeant principal de l'information? Actuellement, il est au ministère du numérique et de la cybersécurité. Les sous-ministres. Sous-ministre, assis, oui. C'est le sous-ministre du ministère. Sous-ministre, oui, actuellement. Et est-ce que ça va changer avec le projet de loi ou ça va Non. rester? Ça va rester? Oui, Ça? D'accord. Merci. tout à fait. À moins qu'il soit remplacé un jour. À un moment donné. Bien, la personne peut toujours être remplacée, mais on parle de la fonction. Là. La fonction, dans le projet de loi, La n'est pas fonction changée. change Ça pas. demeure comme c'est. Exactement, le DPI. C'est comme ça qu'on l'appelle, le DPI, oui. Intervention? Non. Est-ce que l'article 8 est adopté? Adopté. Adopté. L'article 9, Monsieur le ministre. L'article 9, je vais le lire, c'est une clause de substitution ou de remplacement. Cette loi est modifiée par l'insertion après l'article 7.1 du suivant. Le dirigeant principal de l'information peut déléguer par écrit à une personne relevant de sa direction l'exercice d'une fonction, d'un pouvoir ou d'une responsabilité prévue par la présente loi et en découlant. Il peut, dans l'acte de délégation, autoriser la subdélégation de l'une ou de l'autre des fonctions, pouvoirs ou responsabilités qu'il indique. Des interventions, Madame la députée d'Outremont, Montréal-Outremont, pardon. Oui, bien simplement vous expliquer pourquoi il est souhaitable ou nécessaire d'élargir le pouvoir de délégation du dirigeant principal de l'information. Bien, c'est justement pour que, en remplacement, là, lorsqu'il est remplacé, qu'il puisse y avoir une personne qui remplace le DPI, direction principale, pour pouvoir justement exécuter le mandat là, qui lui est requis. Mais En termes de existait déjà. gouvernance, en termes de gouvernance et de gestion. La possibilité de déléguer existait déjà. Là, on l'a supprimé pour le remplacer par un libellé plus détaillé, plus large. Donc, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on a Je vais quand jugé même- bon d'élargir le libellé? Actuellement, là, la délégation des responsabilités du DPI se fait uniquement à travers des rôles décrits à l'article 7.1 de la LGGRI. Cela n'inclut pas l'intégralité des fonctions, des pouvoirs et des responsabilités du DPI prévues ou découlant de la LGGRI. Avec l'ajout de la nouvelle disposition 7.2, il sera plus facile pour le DPI de mener à bien sa mission puisqu'il sera soutenu par cette nouvelle possibilité de déléguer et de subdéléguer. Considérant la multiplication des mandats du DPI, il s'agit d'un ajout judicieux et efficient. Donc, actuellement, quelle est la problématique avec le libellé actuel? Actuellement, je pense que ses pouvoirs, il ne pouvait pas déléguer entièrement les pouvoirs qu'il avait. Mais par exemple, là, concrètement, là, dans l'exercice des fonctions, qu'est-ce qui fait actuellement qu'il y a qu'il y a un débordement, qu'il y a des éléments du mandat où puis j'ai la LGGRI sous les yeux, là, je vois très bien quelles sont les fonctions des DPI, dirigeant principal de l'information. Donc, si on souhaite élargir, c'est que dans la situation actuelle, il y avait des fonctions, ou plutôt la façon dont c'était rédigé, c'était les responsabilités. Donc, donnez-nous, là, dans un exemple concret, là, qu'est-ce qui, dans un dossier spécifique, qu'est-ce qui fait que le DPI souhaite déléguer et même subdéléguer des fonctions, des pouvoirs, des responsabilités? Je laisserai peut-être Maître Bacon, là, parce que c'est plus spécifique là, au niveau de ce qu'il peut déléguer, de ce qu'il ne peut pas déléguer. Alors, Maître Macon, vous vous nommez et vous, avec votre titre, et ensuite, on vous écoute. Consentement, pardon? Est-ce qu'il y a consentement? Consentement, oui. Parfait. Madame la Présidente, Nathalie Bacon, légiste pour le ministère de la cybersécurité numérique. Alors, dans le fond, la proposition législative qui vous est faite est très technique. Vous connaissez peut-être et sans doute le principe qu'on ne peut pas déléguer ce que la loi ne nous autorise pas à déléguer. Alors, dans le cas du DPI, c'est une fonction qu'il doit assumer personnellement. Quand je dis le DPI, le dirigeant principal de l'information. Alors, la loi sur la fonction publique lui permet de déléguer certains pouvoirs lorsqu'il est absent ou empêché d'agir ou en vacances. Alors, c'est la délégation par intérim. Mais autrement, il doit exercer lui-même toutes les fonctions que la loi lui prévoit, sauf les fonctions dont il est prévu
qu'elles peuvent être déléguées. Et vous avez actuellement l'article 7.1 de la SGGRI qui prévoit que ce qui peut être délégué, c'est les fonctions les 3 chefs, là. Qui peut déléguer la fonction de chef gouvernemental de la sécurité de l'information, de chef de transformation numérique et de gestionnaire de données numériques gouvernementales. Mais le DPI détient, en vertu de la SGGRI, beaucoup de pouvoirs à gauche et à droite, un peu ici et là dans la loi. Et à chaque fois, la question se pose, est-ce que je peux déléguer ça? Il faut étudier le pouvoir pour voir son étendue. Est-ce que c'est quelque chose qui est très administratif et simple ou c'est quelque chose qui est engageant à portée gouvernementale? Et dépendamment du résultat de l'analyse qu'on va faire, on va dire que oui, le pouvoir peut être délégué ou pas parce que il n'y a pas de danger au niveau de la règle de l'interdiction de déléguer. Et depuis le 1er janvier 2022, le DPI est maintenant, ce qu'il n'était pas avant. Avant, le DPI était au secrétariat du Conseil du Trésor. Maintenant, depuis qu'il y a la création du ministère de la cybersécurité et du numérique, le DPI est également le sous-ministre d'un gros ministère. Donc, la nécessité d'avoir au lieu d'avoir une petite délégation, je vais l'appeler comme ça, une grande délégation des fonctions, c'est ce que prévoit l'article 7.2, donc un élargissement du pouvoir de déléguer, mais toujours dans des personnes sous sa direction. Merci. Comment est-ce que vous décrivez, là, Monsieur le ministre, le rôle du DPI au sein de votre ministère? Bien, il y a des règles, je vais y aller plus général, là. Il y a des règles, je peux les retrouver, là, de gestion puis de gouvernance, mais son rôle, c'est un rôle d'aviseur au niveau des directions d'information, que ce soit des organismes ou des différents ministères. C'est un rôle d'accompagnement, c'est un rôle il y a un pouvoir, on a un pouvoir d'audit. Donc, c'est un rôle de gouvernance et de gestion au niveau des projets pour s'assurer d'une saine reddition de comptes, entre autres. Mais Oui. c'est quand même pas un pouvoir direct. C'est une différence entre le fonctionnel et le hiérarchique. C'est pas une autorité hiérarchique au-dessus des directions informationnelles des différents ministères ou organismes publics. Je comprends. Quand vous parlez d'un rôle de gouvernance, de gestion pour assurer une saine reddition de comptes, tout ça, c'est pas mentionné dans les fonctions à l'article 7. Dans la LGGRI, on l'a... Je suis à la LGGRI, là. Je vais revenir je l'avais, là. Il y a une longue liste de fonctions. Et à la fin, on écrit toute autre fonction que lui attribue le ministre ou le gouvernement. C'est un par un, là, mais... Voulez-vous qu'on les lise? Dans 7, là, dans la LGGRI, on peut le pouvoir de développer, de soumettre au ministre une vision globale en matière de ressources informationnelles. Il a favorisé l'adéquation entre, d'une part, les priorités gouvernementales et les priorités des organismes publics, donc priorisation au niveau des projets en termes d'importance ou de résultats, de mettre en œuvre les politiques et les directives, de formuler et de transmettre aux organismes publics des indications d'application en matière de ressources informationnelles auxquelles ces derniers doivent se conformer. Il y a aussi le pouvoir d'aviser au niveau des solutions en termes de ressources informationnelles, des actifs, conseiller le ministre en matière de ressources informationnelles, notamment à l'égard des stratégies politiques, budget, cadre de gestion standard. Donc, c'est un rôle d'aviseur, autant au niveau du ministre, mais autant aussi au niveau des directions informationnelles des différents organismes publics et ministères. Je ne vais pas tout passer un après l'autre, mais... Non, moi, je les ai sous les yeux aussi. Un pouvoir de gouvernance. Mais je l'avais. La vérificatrice générale, dans son rapport sur le dossier CASA-SACLIC, elle y fait mention, effectivement, à une certaine époque, comme Maître Bacon l'a mentionné, le DPI relevait donc du Conseil du Trésor, mais aujourd'hui, donc, il relève du MCN. Et à 2 reprises dans son rapport, elle parle du fait que des informations incomplètes avaient été transmises par la SAC à la CAP, la Commission de l'administration publique, et au dirigeant principal de l'information. Et à l'autre, ça c'est la page 29, à la page 52, la SAC
Au niveau, donc, manque de transparence des redditions de comptes externes, la SAC rendait compte de l'avancement du programme, notamment à la CAP, au DPI et à la population. Or, l'information contenue dans les documents transmis ne ferait pas un portrait clair et complet de la situation. C'est juste de comprendre, est-ce qu'en ce moment, le DPI a tous les pouvoirs, toutes les fonctions? Est-ce que on peut considérer que c'est un chien de garde? Ou est-ce que c'est prévu que le DPI agit comme vous l'avez mentionné, là, comme responsable de la gouvernance, de suivi de gestion pour assurer une saine reddition de comptes? Il y a un pouvoir fonctionnel, il y a un pouvoir de... Là, je les ai quand même en détail, là, mais dans le fond, on peut faire de la surveillance et de l'accompagnement et de la gestion. Là, je n'entrerai pas dans le détail des trois, mais c'est quand même pas un pouvoir hiérarchique. On a voulu avoir des organismes et des sociétés, des ministères qui ont quand même une certaine indépendance pour ne pas avoir nécessairement trop d'influence politique au niveau des projets. Mais votre question, si c'est sur SACLIC, puis là, je vais être prudent aussi, là, puis sur le projet CASA, en 2014, il y avait eu quand même une exemption au niveau de la LGGRI. Je crois que cette exemption-là, elle a été enlevée peut-être en 2020, à partir de 2020, me semble. Et puis, par la suite, là, il pouvait y avoir, on pouvait revenir avec une certaine supervision, une certaine gestion. Et votre question, c'est sur la reddition. Lorsqu'on reçoit, exemple, les informations, moi, peut-être préciser. Mon regard n'est pas tourné vers CASA, SACLIC. Encore une fois, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit ici, mais il est important qu'on se pose des questions aujourd'hui, à savoir, est-ce que la loi, les mécanismes, les pouvoirs, les fonctions qui sont prévus dans les lois applicables vont nous permettre, en tout cas, augmenter les chances d'assurer une meilleure reddition de comptes dans d'autres projets qui impliquent des sociétés externes, qui impliquent différents projets là, qui concernent la transformation numérique. Et je me souviens que évidemment, quand je parle de la vérificatrice générale, c'est pas pour qu'on fasse l'analyse du passé, mais c'est pour se demander. Elle mentionne quand même le DPI. Elle l'a dit aussi verbalement, j'étais là quand elle a présenté son rapport, elle a dit c'est un rôle très important, c'est un chien de garde. Et essentiellement, son message, c'était assurez-vous que pour le futur, on ait les bonnes personnes à la bonne place avec les bonnes informations pour pouvoir communiquer ces informations-là complètes aux décideurs. Moi, quand je suis arrivé en poste, j'ai répertorié, il y avait 1 millier de projets. Il y en avait 200 quelques en exécution. Donc, mon focus était beaucoup au niveau des projets qui sont en exécution. Parce que lorsqu'il y a une planification de projet à venir, il va y avoir un dossier qui va être analysé parce que ça prend une approbation au niveau des fonds. Donc, le focus n'a pas été nécessairement à ce niveau-là, a été beaucoup au niveau des projets qui sont en exécution. Puis, je vous ai fait l'analogie là, c'est sûr que le ministre a un rôle. Le ministre a un rôle, puis le DPI a un rôle aussi pour assister le ministre. Mais ma position, c'est que les 200 quelques projets que j'ai reçus au début, je les ai tous considérés comme avec peut-être un certain niveau de risque. Parce qu'au niveau informatique, il y a toujours un niveau de risque. Donc, c'est l'exercice que j'ai fait. Je les ai pris, puis je me rappelle, on s'était parlé, puis on avait une quarantaine de projets, à un moment donné, à l'étude de crédit, que je jugeais qui étaient possibilité d'un certain risque, un risque de dépassement de coût ou d'échéancier. Donc, il y avait des lumières rouges. Mais dans certains cas, il n'y avait même pas de lumière rouge. Je parlais de mes pastèques, là, puis ça. Je considérais que peut-être que ces projets-là pouvaient être à risque. Donc, j'ai fait les recherches. Et puis, donc, on demande de l'information. On demande de l'information qui dépasse l'information que je reçois. Pas qu'on la met en doute, mais je questionne quand même. Aujourd'hui, j'ai réduit cette liste-là à 20 quelques projets. Si vous me demandez, est-ce que j'ai tous les pouvoirs?
je ne pense pas que ce serait judicieux d'avoir tous les pouvoirs. Je n'ai pas le pouvoir d'arrêter un projet. Je pourrais demander d'arrêter un projet, mais je n'ai pas le pouvoir de l'arrêter. C'est en collaboration avec, mettons, le ministre qui porte le dossier, mais j'ai un pouvoir d'audit. Donc, je peux décider à un moment donné, si je m'inquiète vraiment d'un projet, d'exiger un audit. Il va y avoir un audit. L'audit est partagé et on évalue justement quelles sont les recommandations et suggestions. Je crois que c'est un pouvoir qui est quand même important. Et puis, s'il est bien exercé, si je juge qu'il doit y avoir un accompagnement, puis je n'irai pas projet par projet, mais si je juge qu'il doit y avoir un accompagnement, je vais proposer l'accompagnement au niveau de l'équipe, que ce soit de l'organisme public ou d'un ministère en particulier. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Ça dépend peut-être du niveau de curiosité ou du niveau d'exigence de reddition de comptes, mais j'ai passé 40 ans en gestion informatique, puis c'est un marché qui a changé beaucoup, où justement le partage de risques, il y a eu un énorme changement au niveau du partage de risques. Avant les années 2000, avant le bug de l'an 2000, il y avait beaucoup plus de prise de risque au niveau de ceux qui faisaient l'intégration puis ceux qui offraient les solutions. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où, surtout au niveau des, j'utilise le terme en anglais, au niveau des systèmes ERP, mais en français, c'est des systèmes... Logiciel de gestion intégrée. Logiciel de gestion intégrée, que ce soit SAP, que ce soit Oracle, par exemple. C'est des solutions qui sont quand même, moi, je considérais plus rigides. Et puis, dans certains cas, dans certains dossiers, si on utilise ces solutions-là, qu'on essaie de les rendre agiles, il y a un certain facteur de risque. Donc, avec l'expérience que j'ai, je peux juger que c'est peut-être certaines solutions exigent une analyse plus approfondie. Ça, c'est l'élément numéro 1. L'élément numéro 2, on a des enjeux de sensibilité au niveau des données. Donc, je vais questionner aussi au niveau des données, est-ce que les données vont être hébergées? Est-ce qu'il y a une possibilité d'accéder des données qui pourraient être sensibles par le gouvernement américain dans le cadre, entre autres, du Cloud Act? Donc, c'est les questions que je pose. Et puis, parfois, on cherche des solutions pour pallier à ça, sans nécessairement avoir à modifier ou à repasser en appel d'offres. Oui, merci pour ces informations. Juste avant de revenir sur le DPI, vous avez mentionné dans votre réponse que c'était une quarantaine de projets auxquels vous aviez fait allusion durant l'étude des crédits. Et là, vous avez réduit cette liste-là à une vingtaine? Moi, je suis parti avec les 200 quelques projets en exécution. J'ai questionné sur les 200 quelques projets qui soient parfois, ça peut être des projets autoportants. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que la SAC, c'est peut-être un projet autoportant où lorsqu'on fait l'analyse, on se dit les bénéfices générés vont supporter le projet, vont être suffisants au niveau du cash flow, entre autres. Donc, j'ai questionné tous les projets. À un moment donné, je suis arrivé avec une liste de 40 quelques projets. Il y a de ça peut-être 1 mois et demi. Aujourd'hui, je pourrais vous dire que je suis à peu près à 20 quelques projets. Je me rends... C'était un peu ça l'essence de ma question en période de questions. Je me rends à zéro. Oui. C'était de savoir. Mais là, on va revenir éventuellement à ma question sur le DPI, mais c'était exactement ce que je tentais de savoir quand je me suis levée en chambre aujourd'hui en période de questions. Puis j'ai dit, bien justement, en 1 mois, quel a été le résultat de votre analyse? Est-ce que vous avez donc identifié des projets qui nécessitent j'ai réduit ma liste. Spécifiquement votre attention? Parfois, je me suis inquiété peut-être pour rien. J'ai réduit la liste. Des projets qui peuvent paraître à risque, mais qui ont un faible taux d'avancement, puis qui ont un moyen de rattraper, de récupérer le projet. Donc, je vais évaluer le risque. Ce sera ma décision. Ça va être, après ça, en concordance avec un peu la décision de l'équipe. Où je vais m'inquiéter, c'est beaucoup plus un projet qui est près de 100 % en termes de budget, puis un projet qui arrive un peu plus au niveau de son budget de maintenance. Lorsqu'on est en exécution, là, c'est inquiétant. Là, c'est inquiétant parce que la plupart du temps, quand on prévoit un budget pour développer,
mettre en place et par la suite, il y a une maintenance. Et puis ça, parfois, ça peut être 1 an, 2 ans, 10 ans. 10 ans, c'est peut-être trop. 1 an, c'est peut-être pas assez. Donc, c'est l'analyse que je fais pour voir justement si le budget est suffisant. Et je peux analyser aussi le nombre de modifications qui a eu lieu, où on est rendu au nombre d'heures. Donc, je peux quand même aller assez à fond. Et puis, à ce jour, je n'ai pas eu de demande de budget supplémentaire que je n'aurais probablement pas accordé de toute façon. À ce jour, ma position, c'est que je ne vais accepter aucune demande de budget qui dépasse les budgets prévus. À ce jour, c'est ça. Ça, c'est ma position. Donc, est-ce que l'effet va être, parce qu'il faut être prudent, parce que l'effet peut être de retarder en amont des projets qui pourraient être intéressants et qui ne voudront pas être présentés? Est-ce que c'est de retarder des projets qui sont existants parce qu'on a peur de dépasser? C'est tout ça que je dois considérer. Puis, je mets une emphase importante au niveau de l'analyse du bénéfice. Parce que souvent, la problématique dans les projets informatiques, c'est que les bénéfices espérés dépassent beaucoup la réalité. Merci. Et comment vous vous assurez que l'information se rend à vous, que l'information se rend au DPI sur les suivis? Moi, c'est ce bout-là que j'arrive pas à... Bien, si dans certains cas, je n'ai pas l'information ou on juge que l'information n'est pas là, bien, je vais parler avec le ministre responsable ou la ministre responsable. Et puis, si dans certains cas, je juge que l'information, elle ne se rend quand même pas, bien, je vais forcer un audit. Est-ce que vous avez questionné l'équipe de la vérificatrice générale à savoir qu'est-ce qu'elle cherchait exactement comme mécanisme de reddition de comptes bonifié pour permettre au DPI de pleinement jouer son rôle? Bien, on a analysé le rapport, mais comme je vous disais, j'ai passé 40 ans en transformation numérique. J'ai fait beaucoup de projets. Je connais bien les systèmes ERP, les systèmes PGI comme SAP, Oracle, même au niveau des systèmes de Customer Relationship Management, c'est services clientèle comme Salesforce ou autres, parce que vous les voyez un peu quand vous analysez. Si vous regardez le tableau de bord, vous allez voir passer ces noms-là. C'est souvent, je ne veux pas dire que je vais moins m'inquiéter sur des plus petites solutions qui sont plus flexibles, et surtout si le budget est plus faible. Donc, le focus va être beaucoup à partir de tel coût, parce qu'un audit coûte quand même, c'est quand même une somme importante. Donc, je focus sur le 20-80, là, 20 des projets qui peuvent générer un potentiel de 80 d'impact. Je comprends que vous avez de l'expérience puis une expertise, etc. Mais là, on regarde le texte de loi et vous dites que le DPI a un pouvoir aviseur, un rôle d'aviseur. Comment est-ce qu'on s'assure que cette personne a en main les informations pertinentes, que ces informations-là montent vers elle? Étant donné que c'est... Puis que ce soit fait aussi de façon complète et adéquate. Moi, je le vois pas. Je le vois pas, ce rôle de surveillance, de suivi, de gouvernance. Je le vois pas dans le libellé. Bien, il n'est quand même pas tout seul. Là. Il y a une équipe, là, puis il y a des tableaux de bord, il y a tous des outils d'analyse qui existent, là. En 14. Ou si c'est mentionné ailleurs dans la LGGRI, juste nous le dire, parce qu'on est en train de justement de faire des changements à la LGGRI, là, dans la section qui concerne le DPI. Vas-y. Je fais ça un petit peu. Encore une fois, c'est la vérificatrice générale qui nous dit cette personne-là est centrale, c'est le chien de garde. Elle peut prendre la parole. Et donc, nonobstant l'expertise ou la curiosité du ministre, il faut qu'on ait dans nos textes de loi toutes les fonctions appropriées, qu'on les désigne, qu'on les nomme, il me semble, Mais pour le DPI. avant que ma collègue Si c'est pas nécessaire, Maître qu'on nous Bacon le dise. réponde, je peux quand même
vous dire, puis je vais être très franc, quand je suis arrivé en poste, j'ai questionné à plusieurs fois, puis j'avais quand même des tableaux qui semblaient être intéressants, qui semblaient être positifs. Et puis, à cause de la solution, qu'est-ce que ça transformait? Qu'est-ce qui se passait? Comment les postes de travail étaient... je ne parle pas de si c'est tel ou tel syndicat ou c'est telle ou telle tâche, mais de quelle façon avait été planifiée la gestion du changement? Est-ce qu'il y avait une gestion du changement qui était budgétée, etc.? J'ai posé ces questions-là, puis je pourrais vous dire que c'est pour ça qu'il y avait peut-être 6 tableaux qui étaient en rouge. On est tombé à 42. Je vous ai dit que je suis tombé à 42 projets. Là, je l'ai réduit. Donc, j'ai posé des questions additionnelles. C'est pas que le DPI faisait pas son travail. Il y a quand même une équipe, mais je pense que j'ai pu peut-être apporter des questionnements. J'ai eu les réponses. Et je pense que c'est normal quand un nouveau ministre qui arrive dans un rôle, dans une fonction, de questionner peut-être plus. C'est que j'ai peut-être été alarmiste. Il y en a certains qui m'ont trouvé alarmiste, mais j'aime mieux prévoir que d'après ça, devoir subir puis d'être réactif. Alors, je pense que M. Bacon souhaitait répondre à la question. Elle voulait absolument répondre. Je vais couper la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais faire juste une petite parenthèse d'abord. Le dirigeant principal de l'information, ses fonctions sont prévues à la SGGRI. Il y a plusieurs articles qui s'appliquent. C'est sûr qu'aujourd'hui, on fait un projet de loi, on vient modifier le pouvoir de délégation pour l'élargir, mais tout ce qui est déjà prévu à la SGGRI concernant le DPI, ça continue de s'appliquer. Le DPI est une fonction effectivement très importante. Alors, c'est une fonction qui a été introduite en 2011, en même temps qu'on a fait la SGGRI. Et il faut savoir que le DPI, ça existe dans chacune des provinces canadiennes, aussi à l'échelle du gouvernement fédéral. Donc, c'est comme le chef de l'informatique. Avant, on appelait ça informatique, là. Un CTO. Oui, c'est ça, un CTO. Donc, il y a tous ces pouvoirs, la SGGRI. Je vais juste vous citer l'article 7, paragraphe 4. Le dirigeant principal de l'information, notamment pour fonction de coordonner la mise en œuvre des initiatives en ressources informationnelles. Les initiatives en ressources informationnelles, ça fait référence au projet en ressources informationnelles. Nécessairement, lui, en tant que grand chef de l'informatique au niveau du fonctionnement organisationnel, il va rendre compte au ministre, donc il va faire des suivis au ministre. Mais chaque organisme public, puis ça, on le répétait à quelques occasions, chaque organisme public a son autonomie et est responsable de ses propres projets en ressources informationnelles. Et il y a une reddition de comptes à faire de façon régulière au ministère de la Cybersécurité numérique, notamment en vertu des règles en ressources informationnelles. Je vous référais à l'arrêté ministériel numéro 2022-03 qui a été modifié en 2024. Et vous avez, après ça, une série d'articles qui, notamment le 16.4, qui prévoit que le dirigeant principal de l'information peut requérir, donc demander d'un organisme public une reddition de compte concernant un projet en ressources informationnelles. Et le dirigeant principal de l'information également peut poser toute question. Là, c'est un autre article qui le prévoit, autrement dit, demander des questions. Donc, il y a une reddition de compte que chaque organisme public doit faire qui est, je dirais, normalisée à même des règles qui sont prévues dans un arrêté ministériel. Et ensuite, il y a des grands pouvoirs qui sont confiés au DPI qui peut exercer. Et nécessairement, le ministre aussi a certains pouvoirs. OK, merci. Donc, coordonner la mise en œuvre des initiatives, c'est-à-dire des projets, notamment visant la transformation organisationnelle, plus spécifiquement celle visant une administration publique numérique axée sur les besoins des citoyens, entreprises, organismes publics. Excellent. Et puis là, vous nous référez à un arrêté ministériel qui oblige les dirigeants de l'information au sein de chaque organisme à rendre des comptes au DPI. Oui. Dans le fond, chaque dirigeant rend des comptes au DPI, puis il n'y a pas de seuil de matérialité. C'est selon... Est-ce qu'on pourrait faire sortir ces règles-là?
les dirigeants de l'information, eux autres aussi, leur rôle est prévu dans la SGGRI. Oui. Ils rendent compte au DPI, mais lorsque c'est dit dans la SGGRI que le DPI peut demander à un organisme public, c'est aux hauts dirigeants qu'il peut demander. Alors, c'est pas juste un rapport DI-DPI, c'est aussi un rapport DPI qui demande aux dirigeants des organismes publics, en la haute autorité d'un organisme public, qu'en est-il? C'est possible de le demander. Je voudrais préciser que les règles prévues par l'arrêté ministériel en 2022 n'ont pas été modifiées. C'est les règles par décret qui ont été modifiées en 2024. Là, tantôt, c'est juste l'arrêté ministériel numéro 2022. Merci. 03. OK. Donc, le DPI a un rôle pas seulement au niveau de la sécurité de l'information, mais aussi au niveau du suivi des initiatives ou des projets. Il y a un rôle au niveau de tout ce qui est ressources informationnelles. Donc, l'ensemble, la matière des ressources informationnelles au gouvernement est un champ d'intervention étatique. C'est-à-dire c'est tout ce qui concerne les ressources informationnelles du gouvernement. Évidemment, il y a des principes applicables comme chaque organisme public est responsable de ses ressources et de ses projets, mais il y a une espèce de coordination à l'échelle gouvernementale avec le DPI et les DI et les pouvoirs qui sont prévus à la SGGRI actuellement. OK. Donc, on a la LGGRI, on a l'arrêté ministériel, on a des règles applicables en vertu de l'arrêté et donc aussi de la LGGRI. Et tout est là pour s'assurer que l'information circule. Bien, qu'elle soit... oui. Ben oui. Ça dépend. C'est fonctionnel. Les DI ne se rapportent pas au DPI. Donc, vous pouvez avoir un organisme public qui, j'appellerais autoportant, fonctionne vraiment bien, les budgets vont bien, ils vont peut-être, cet organisme-là va peut-être avoir une plus grande indépendance et pour obtenir l'information, c'est peut-être parfois un petit peu plus, il faut être un petit peu plus perspicace, écrire plus souvent, de façon à obtenir ce qu'on veut avoir comme réponse. Je ne dis pas que plus l'organisme est gros, plus c'est difficile à obtenir, mais dans certains cas, ça peut être un petit peu plus, ça peut peut-être être un petit peu plus difficile. Si on a jugé en 2014, si la SAC, entre autres, en 2014, a jugé que c'était, en anglais, j'utilise « pain in the neck », d'être obligé de faire de la reddition de comptes, puis ils ont demandé de s'en exclure, c'est parce que ça peut être pas agressant, je ne vais pas utiliser le terme agressant, mais ça peut être lancinant. Moi, je pense que c'est important parce que surtout au niveau au niveau des infrastructures de transport, les ponts, etc., les routes, mais au niveau des solutions informatiques, les compétences sont tellement variées, le risque est tellement élevé, surtout si on arrive avec une solution qui est rigide. SAP est un bon exemple. C'est une solution au niveau de finances, ressources humaines et approvisionnement. Ce sont des modules qui sont très rigides. Et puis, parfois, on aurait peut-être avantage à mutualiser, à regarder en différents organismes, peut-être d'utiliser une solution qui pourrait être mutualisée. Si on regarde les missions de permis, etc., bien, peut-être que les missions de permis au Québec, les particularités pour une solution qui est comme SAP va peut-être exiger des milliers d'heures de modifications pour être capable d'avoir un module assez agile pour justement faire la reddition de compte à même la solution. Donc, c'est souvent ça la complexité. Puis je vous dirais que on a, dans notre stratégie de souveraineté numérique, on va peut-être regarder plus les solutions qui sont développées au Québec. Et puis, peut-être que dans le futur, on va peut-être prioriser des solutions où on possède le code, comme on dit. Parce que souvent, les budgets pour maintenir justement ces solutions-là, c'est là que par la suite, lorsque la solution est en place,
ça peut représenter des sommes importantes. Puis ça, c'est quand même budgété aussi. Des fois, on s'étonne parce qu'on voit 300, 400, 500 millions sur un projet, mais des fois, la moitié de ce budget-là va aller pour la maintenance subséquente. Donc, on a vraiment une analyse à faire sur les projets qui sont en place, oui, mais être proactif sur les futurs projets. On a des questions à se poser. Puis l'enjeu des données sensibles vient peut-être nous aider à ce niveau-là, justement, à regarder qu'est-ce qui pourrait être les différentes avenues. Puis moi, je persiste à croire qu'il y a des solutions qui sont assez génériques on aurait avantage à mutualiser de façon à avoir une meilleure économie dans le futur. Et ça, c'est différent parce que tu dois travailler avec plusieurs DI. Donc, tu as le DPI qui doit arrimer plusieurs DI et plusieurs ministères ou ministres responsables, dire on va regarder telle solution ensemble. Ça, je vous dirais que c'est... puis on a mis des éléments, justement, dans le projet de loi 82 en termes de souveraineté numérique. Bien, c'est la porte d'entrée, justement, pour peut-être arriver à des solutions comme ça, favoriser peut-être le Québec. Parce qu'on en a parfois des petits joueurs au Québec, des plus petits joueurs qui peuvent arriver avec des solutions qui sont beaucoup moins dispendieuses et puis qui peuvent offrir des résultats intéressants. Merci. Moi, je retiens donc il y a de l'information qui est transmise par le biais de ces mécanismes de reddition de comptes et que vous, dans un premier temps, mais vous aussi, vous pouvez poser des questions, travailler en collaboration et, ultimement, si vous n'êtes pas satisfait, demander un audit. Si on prend... Oui, c'est ça? Oui, mais le DPI se rapporte... Moi, je le vois que le DPI se rapporte à moi. Mm-hmm. Et puis, j'ai l'imputabilité ultime. J'en suis responsable. Donc, je dois exiger au DPI qu'il fasse son travail correctement puis qu'il cherche l'information. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas, mais c'est quand même ma responsabilité. Du moins, c'est comme ça que je le sens, moi, dans ce rôle-là. Okay. Puis si on prend un exemple, je présume que ça figure parmi les 20 projets que vous surveillez de façon plus particulière. Ce qui se passe en santé, le DSN ou la vitrine, pour l'instant, c'est la vitrine DSN qui va de l'avant, ou CIFAR. Est-ce que, si on prend cet exemple-là, donc, on est au sein d'un organisme public qui a son propre DI, et en vertu des règles qui sont prises suivant l'arrêté ministériel, il y a une reddition de compte qui se fait à votre DPI, le DPI sous le MCN. À quelle fréquence? Ça ressemble à quoi? Moi, je vous dirais que ces deux projets-là sont des projets prioritaires actuellement. Le CIFAR et le DSN. Oui, c'est ça. Et donc, la reddition de compte, elle est, pour ces projets-là, il y a de l'information qui est acheminée vers le DPI du MCN? Oui. Puis il y a une collaboration qui se fait entre le ministre de la Santé et Santé Québec et le MCN sur ces trois projets-là en particulier, mais il y a d'autres projets aussi. Oui, je le prenais en exemple, mais donc les règles, ça prévoit une reddition de compte annuellement? À quelle fréquence? Moi, je ne les ai pas, ces règles-là. À chaque mois, moi, j'ai mes tableaux de bord. Je pense que c'est à peu près une fréquence mensuelle. Une mise à jour, mais dans certains cas, je l'exige à chaque semaine. Il peut y avoir des demandes d'informations supplémentaires, donc je fais un suivi au niveau des demandes d'informations supplémentaires. Suivi régulier, moi, je vous dirais que, c'est comme sur le SAC, j'ai un suivi à chaque semaine, mais je dis arrêtez de m'envoyer le suivi à chaque semaine sur le SAC, je n'ai pas de besoin à chaque semaine, il est vert. Mais d'autres, le suivi n'est pas assez fréquent. Donc, j'ai augmenté la fréquence des suivis. Ça aussi, c'est un autre élément de réponse qui aurait pu être fourni en période de questions aujourd'hui, justement, par rapport à certains projets où vous avez exigé une fréquence... J'avais juste une minute. Non, mais je comprends, mais je trouve ça utile. Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous voulez nous partager? C'est ça, c'est mensuel. Mensuellement. Et ça pourrait, évidemment, vous vous attendez à ce qu'il y ait des dépassements de coûts fassent l'objet des informations partagées.
Ça, je l'ai dit à la période de questions. Le premier ministre m'a donné un mandat. Et puis, moi, j'ai dit d'être proactif. Si tu ne veux pas de dépassement de coûts, il faut que tu sois proactif. Un projet qui est à 10 amorcé, si tu es proactif, même à 10 tu l'analyses. Pas de dépassement de coûts, pas de dépassement d'échéancier. Je vous dirais, ça serait utopique de dire que les 200 quelques projets qui sont en exécution, il n'y en aura aucun qui va être en dépassement d'échéancier. Je ne pense pas. Je pense qu'il va y en avoir qui vont être en dépassement d'échéancier. Est-ce qu'il y en a qui vont être en dépassement de coûts? Possible aussi. Mais est-ce que globalement, les projets qui sont en dépassement de coûts, puis les projets qui sont sous les coûts, quelle va être la résultante? Il y a eu un chiffre qui avait été lancé de 100 millions, il y a un chiffre qui a été lancé de 200 millions. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de conclure, mais ma position actuelle, c'est d'autoriser absolument rien, aucun budget de dépassement de coûts. Donc, si on arrive dans une situation où le dossier, on me dit, il va avoir un dépassement de coûts de 200 millions sur un projet ou de 50 millions sur un projet, je peux exiger de recommencer le processus au niveau du dossier, du projet. Et puis là, après ça, ça veut dire de repasser au Conseil des ministres pour le faire approuver. Ça, c'est la position. Puis je pense que j'ai répondu ça à la période de questions que moi, ma position actuellement, c'est de ne pas autoriser aucun dépassement. Avant d'autoriser un dépassement, je ne vais pas dire que je vais stopper le projet. Mais si on agit assez rapidement, c'est certain que si un projet qui est à 98 réalisé, puis il est déjà presque en dépassement de coûts, non. Mettons qu'il est à 98 du budget dépensé, puis il est à 50 bien là, la marge de manœuvre, elle est faible. Et puis, je ne dis pas qu'il y a plein de trucs, là, c'est normal. L'être humain, on est comme ça. Là. Si à 10, ta lumière, elle change, à 10 de différence, ta lumière, elle change. Un projet que je vois qui est à 9, je le questionne automatiquement. Je dis, pourquoi il est à 9? Pourquoi il n'est pas à 10? 10, il aurait changé de niveau d'intervention. Fait que je suis passé d'un bon gars à quelqu'un qui est plus achalant, mettons, au niveau de pas uniquement mes collègues, mais au niveau de tous les organismes. Il y a des organismes qui sont autoportants, comme je vous dis, puis qu'on me dit, et il n'y a absolument aucune inquiétude à y avoir là-dessus, c'est autoportant. Mais il y a un risque. Mais pour moi, c'est un risque, ça reste, c'est de l'argent public, même si c'est autoportant. Quelque part, c'est le citoyen qui paye pour la solution. OK, merci. Donc, il n'y a pas de nécessité, à votre sens, de modifier davantage la LGGRI en ce qui concerne le DPI? Non. Je pense qu'on avait un dernier amendement à un moment donné, mais on n'est pas rendu à ça. Non, c'est ça. Il y en a un qui s'en vient à l'article 15, c'est ça? 15.1. Rendu à 12. Oui. Ouais. J'ai peut-être une dernière question en lien avec le DPI. Non, deux. En fait, une question avant que je l'oublie. On nous a expliqué que le DPI, donc, on doit... en tout cas, il est souhaitable d'élargir son pouvoir de délégation pour ne pas faire des analyses cas par cas, se demander est-ce que ça rentre dans ce qui est spécifiquement autorisé. Puis on comprend. Ma question, c'est est-ce que ça ressemble à quoi l'équipe à l'interne autour du DPI? Parce que là, on parle de délégués, il y a toutes sortes de pouvoirs, de responsabilités, de fonctions. C'est un rôle clé. Il y a énormément de projets ou d'initiatives à suivre. On parle d'une équipe de combien de personnes? On a définitivement une bonne équipe. Est-ce qu'on a tous les... Puis là, vous me posez la question, là. Est-ce qu'on a tous les éléments en place? La réponse est non. Dans certains cas, on va utiliser des ressources externes pour être capable
valider, parce que c'est dépendant aussi des solutions du projet en particulier, des solutions qui sont utilisées, on va chercher des ressources, une certaine expertise à l'externe pour pouvoir avoir des réponses en particulier. Je ne crois pas que la stratégie d'héberger chez nous toute l'expertise nécessaire serait judicieux, parce que des projets, ça se débute puis ça se termine, puis dans certains cas... mais on a quand même... Moi, je trouve qu'on a l'expertise adéquate, puis complémentée par l'expertise à l'externe. Est-ce que je voudrais en faire plus rapidement? Je vous dirais que les premiers 100 jours, 100 jours, là, c'est certain que les premiers, c'était 7 jours sur 7 et beaucoup d'heures par jour à questionner. Est-ce que j'ai toutes mes réponses? Non, parce que comme je vous disais, les DI ne se rapportent pas au niveau hiérarchique au DPI. Il y a quand même, dans certains cas, des situations où on doit insister un peu plus pour obtenir l'information. Et donc, il y a combien de personnes dans l'équipe du DPI à l'interne? Parce qu'on est 2000 en tout, mais c'est pas tous. On a 2000, mais combien, mettons, au niveau de suivi des projets, là, en particulier, sous Mylène? Je peux trouver l'information. Oui, on va vous revenir avec l'information. Merci. Je pense que ma collègue a une question. Merci. Merci, Mme la Présidente. Oui, bien, la question que j'ai, juste m'assurer que je comprends bien, parce que là, l'article 7.2, comme on nous a expliqué, va permettre au DPI de déléguer et subdéléguer sans qu'il y ait d'analyse qui soit faite. Mais c'est quand même pour l'exercice d'une de ses fonctions, d'un de ses pouvoirs ou d'une des responsabilités, ces responsabilités étant les 3 qui sont énumérées en 7.1, donc les 3 rôles de chef, disons, les 3 responsabilités de chef. Est-ce que j'ai bien compris qu'il y a de l'expertise externe qui vient avec ça? Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait déléguer ses fonctions ou ses responsabilités à quelqu'un de l'externe? Pas à l'externe. Relevant de sa direction. C'est ça, il faut que ça relève de sa direction. Donc, au sein de sa l'interne, direction, tout à fait. on ne sait pas combien il y a de personnes encore dans la direction, mais ces responsabilités-là, cette délégation-là va se faire uniquement à l'interne, pas vers l'externe. Pas à l'externe, non. D'accord. Mais on peut aller chercher de l'expertise à l'externe. Comme je vous disais, un audit, par exemple, on peut faire des audits à l'interne. Est-ce qu'on a toutes les ressources nécessaires pour faire les audits à l'interne? La réponse est non. On doit passer à l'externe au niveau des audits. 284 ressources qu'on dispose. Il y a 284 ressources dans l'équipe du DPI. Oui, gouvernance et soutien à l'organisation du ministère. 284. Parfait. Puis, de ce que j'ai compris de la conversation, le DPI semble avoir, soit dans la SGGRI ou dans l'arrêté ministériel, semble avoir tous les pouvoirs dont il a besoin pour faire la reddition de comptes, pour s'acquitter de ses fonctions. Puis là, on lui donne les pouvoirs là, de délégation. Est-ce que c'est bien ça que j'ai compris de la... On a tous les pouvoirs selon la bonne volonté des organismes à nous fournir l'information à temps et de façon et une qualité acceptable. Donc, le DPI n'a pas de pouvoir, je dirais, vous l'avez dit tantôt, hiérarchique, mais il n'y a pas de pouvoir... C'est fonctionnel. Il n'y a pas de pouvoir coercitif non plus pour obliger un organisme public à lui fournir les renseignements qu'il pourrait demander dans le cadre d'une reddition de compte. Non, moi, je dirais l'arme ultime, j'aime pas utiliser le terme, mais c'est un audit. Si un audit me donne une réponse, que ce soit la DG a fait son rapport, mais si moi, je fais ma propre analyse, j'ai un rapport d'audit qui me dit que ça va être un saclé. Je ne dis pas ça, mais mettons que ça dit ça. Bien, je n'ai pas le pouvoir d'arrêter le projet. Je pense que c'est une bonne chose aussi. Il y a un risque à donner un pouvoir à un DPI ou à un ministre pour pouvoir signer l'arrêt de mort sur tous les organismes publics puis des différents ministères sur des projets en particulier, hein? Parce que ça peut être un niveau de risque. Donc, il y a une collaboration qui se fait entre le ministère du numérique et le ministère en particulier, ou le ministre responsable de l'organisme. Il y a une collaboration, il y a une discussion qui se fait à ce niveau-là. Mais là, est-ce que le projet de loi 82 vous donne des pouvoirs élargis
pour pouvoir avoir cette collaboration-là, parce que si tous les pouvoirs sont déjà là, sa clique n'aurait pas dû arriver. Le projet de loi 82, les pouvoirs additionnels que ça donnait, c'était l'élargissement au niveau du courtier en info nuagique, Ouais. puis pouvoir donner un avis et obtenir de l'information. C'est tout. Il n'y a pas de moyen pour le ministre de la Cybersécurité et du Numérique d'aller Bien, d'obtenir c'est certain une que, avec ce qui s'est passé là, au sud, on a apporté l'élément de souveraineté qui est un élément important. Ça chambarde beaucoup au niveau des projets. Je vous dirais que s'il n'y avait pas d'inquiétude au niveau des données sensibles, probablement que l'intervention, le nombre de projets où on exige une intervention serait beaucoup moindre. Là, actuellement, il y a beaucoup de projets où je regarde une intervention, puis des éléments de solution sont peut-être la souplesse au niveau de l'info nuagique, voir où on peut héberger ces données-là. Dans certains cas, il y a des entreprises, c'est une entreprise américaine, il y a peut-être un niveau de rigidité qui fait que ça ne sera pas possible. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on évalue comme scénario? Bien, c'est des scénarios qui sont souvent plus je fais à son terme, plus prioritaire, mettons. À 15,1, oui. On va l'étudier. Oui, mais ça, c'est l'autre. Je ne voulais pas en parler tout de suite. C'est l'autre amendement. On en avait deux, hein, puis là, on a fait un. À 15,1, c'est ça. À 15,1, on a un amendement, justement. C'est ça. Au niveau de la stratégie contractuelle. Parce que ça, c'est l'autre élément de... Puis on le voit, on entend parler dans les médias. Mais moi, je veux une meilleure participation au niveau du contrat. Parce que c'est souvent là que ça se passe. Si ton contrat a été mal fait, si la solution que tu as choisie n'est pas la bonne solution, puis si en plus le contrat a été mal fait, tu as beau faire de la reddition de compte par la suite, tu as beau essayer de tout suivre, ton désastre est déjà prévu. Donc, c'est vraiment en amont, au niveau de la planification, au niveau du cahier de charge. Exemple, je veux qu'on soit beaucoup plus participatif au niveau du cahier de charge. Je veux être capable qu'on assiste les organismes publics, les différents ministères, lors de l'élaboration des cahiers de charge, parce que souvent, on peut tourner les coins ronds, puis lorsqu'on élabore un cahier de charge, le fournisseur soumissionne sur le cahier de charge qu'on lui a présenté, puis si on a oublié des particularités au niveau des solutions qu'on voudrait avoir, par la suite, on les rajoute, puis c'est ça qui augmente la banque d'heures. On dit, vous ne l'aviez pas prévu. Puis dans la proposition, les fournisseurs soumissionnent sur le cahier de charge. Fait que tu as une responsabilité quand tu fais ton cahier de charge. Si tu as manqué des aspects de ta solution, mais il y a des risques énormes au niveau de dépassement de coûts. On l'a présenté en novembre. Madame la Présidente, merci. Juste pour préciser que le projet de loi 82, comme son intitulé l'indique, porte principalement sur l'identité numérique nationale et d'autres sujets qu'il était important à l'automne 2024. Alors, le projet de loi a été présenté le 21 novembre 2024. On a l'identité numérique nationale, le courtier infonuagique. On a passé, ça, c'est des dispositions qu'on a passées à travers. Il y a la possibilité de développer des réseaux de télécommunications et d'offrir, renforcer nos réseaux de télécommunications. Et là, nous sommes dans une série de dispositions qui concernent la sécurité de l'information et on va basculer dans ce qu'on appelle les données numériques gouvernementales. Fait qu'autrement, on n'est pas... je pense que la SGGRI est quand même là, au niveau de pas... on a fait la revue de ces sujets-là. Je pense, Maître Bacon, vous avez un bon point. J'oubliais justement, parce que avant d'être au ministère du Numérique, j'étais responsable de la connectivité. Puis un des enjeux, une des problématiques que j'avais, c'était le manque de volonté du privé. De volonté, c'est pas négatif ce que je dis là, mais c'est pour être capable d'avoir une bonne connectivité parce que ce n'est pas rentable. Et au niveau de la connectivité, c'est un service essentiel, que ce soit pour les régions. Si on parle, par exemple, de la mobilité
entendu parler, on subventionne des tours cellulaires à 100 du capital. On passe en appel de proposition. J'ai besoin peut-être de 1000 tours. La proposition que j'ai 100 tours. Puis je subventionne à 100 du capital. Donc, la question se pose, est-ce que l'État devrait, à un moment donné, parce que c'est un service essentiel, être capable de faire plus au niveau des infrastructures? Ça, c'est un élément 1. L'élément 2, au niveau des infrastructures, on a déjà des systèmes sécurité publique, la SOPFEU, on a déjà des infrastructures, quelque chose qu'on a réalisé. Mais pourquoi tu ne mutualises pas? Pourquoi tu ne peux pas utiliser des infrastructures que tu as déjà pour être capable d'offrir une couverture? Ça, c'était dans le projet de loi. C'est des choses qu'on a rajoutées, que j'ai rajoutées sur le projet de loi qui était proposé par mon prédécesseur. Est venue l'élection aux États-Unis, bien, on a eu la souveraineté numérique. Donc, c'est un élément additionnel. Puis je voulais avoir plus de pouvoir au niveau de reddition de comptes puis au niveau de gouvernance. Et puis, peut-être que le pouvoir ultime serait que les DI se rapportent au DPI. Mais je pense que là, on arrive sur un enjeu qui est un enjeu d'indépendance des organismes publics puis de pouvoir leur permettre de gérer leur propre... Gérer leur barque. C'est ça. Merci. Oui, puis y aller. Mais justement, puisqu'on parle de la relation entre le DPI et les DI, dernière question là, par rapport au DPI, puis je réalise que j'étire un peu, mais à 12.1 là, de la LGGRI, on parle qu'il existe un comité de gouvernance composé du DPI et de l'ensemble des DI, et que ce comité qui est présidé par le DPI a notamment pour mandat, puis là, on énumère quatre rubriques, quatre fonctions ou 4 composantes du mandat. Recommander au ministre les services qu'il pourrait fournir, élaborer des orientations, assurer une mise en œuvre concertée des orientations, identifier des opportunités d'optimisation, etc. Et ici, vous n'avez pas jugé bon de bonifier pour prévoir une meilleure suivi. Puis moi, ce que j'ai... Dans le fond, je décide des priorités. Les projets me sont présentés, je décide des priorités. Au niveau du PQRI, je vais décider où il va être alloué. C'est certain que ça se fait en collaboration avec les ministres qui portent les dossiers. Là. Mais... comme les sommes passent par le MCN, je décide de quels projets sont prioritaires. C'est à moi à faire l'analyse de définir les priorités si, dans certains cas, on doit transformer une entreprise parce que la durée de vie du système actuel, elle prend fin dans 12 mois. Puis c'est une obligation parce que c'est écrit en COBOL, puis on n'a plus personne. Ça, c'est un exemple. Ou, dans certains cas, les bénéfices sont tellement intéressants que ça vaut la peine de le prioriser. Mais c'est là que je peux aussi questionner les dossiers qui me sont présentés au niveau des priorités des projets. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, mais on l'appelle gouvernance, mais ce n'est pas au sein de ce comité-là qu'on discuterait de certains projets problématiques. C'est administratif. OK. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? Donc, est-ce que l'article... C'est 9, c'est 10? 9. Est-ce que l'article 9 est adopté? Adopté. Parfait. Donc, on va maintenant passer à l'article 10. Je vous invite à en faire la lecture, Monsieur le ministre. L'article 10, l'article 12.5.1 de cette loi est modifié par l'ajout à la fin de l'alinéa suivant. Un organisme public dont le dirigeant de l'information est désigné conformément au 2e alinéa de l'article 8 et au sein duquel n'est pas maintenue une unité administrative spécialisée en sécurité de l'information doit recourir aux services offerts par le ministre pour réaliser ses activités de cybersécurité. Toutefois, l'organisme n'a pas à recourir aux services offerts par le ministre si de tels services sont fournis par un autre organisme public en vertu d'une entente autorisée par le ministre. L'article 10 du projet de loi
prévoit l'obligation par un organisme public de recourir au service du ministre de la cybersécurité et du numérique pour réaliser des activités de cybersécurité. Lorsqu'un tel organisme ne maintient pas au sein de son organisme une unité spécialisée en sécurité de l'information, à moins que des services similaires lui soient fournis par un autre organisme. Je me répète. Ça. C'est la même chose qui était là. Oui, vous pouvez prendre la parole, Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Qu'est-ce qu'on entend par des activités de cybersécurité? Vous donner la parole à Steve. Si tu veux qu'on être plus précis. Les services comme ils peuvent être offerts présentement là, dans les différents centres opérationnels de cyberdéfense ou centres gouvernementaux. Fait qu'on parle de tests d'intrusion, de surveillance des événements de sécurité pour détecter des incidents. Est-ce que ça comprend la prévention aussi? Ça comprend aussi la prévention. OK. Merci. J'aurais des questions. Moi aussi. Oui, allez-y. Est-ce qu'on parle de... quelle est l'ampleur là, ou il y en a combien des organismes publics qui ne maintiennent pas une unité administrative spécialisée en sécurité de l'information? En fait, sur ceux qui ont à maintenir une unité spécialisée, c'est ceux qui ont des dirigeants de l'information. Donc, il y en a 26, plus ou moins 29, donc plus ou moins quelques-uns. Il y a quelques ministères, des plus petits ministères qui n'avaient pas la capacité de s'offrir un centre opérationnel de cyberdéfense qui ont recours présentement à un autre centre opérationnel de cyberdéfense. Est-ce qu'ils se partagent le DI? Ils ont chacun leur propre DI. Par contre, au niveau sécurité, les ministères, il y en a qui sont, comme je dis, sont beaucoup plus petits. C'est difficile de se développer une équipe spécialisée. Donc, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, il y en a qui ont eu recours. Il y a quelques cas. Donc, Geneviève me corrigeait, 29 DI, mais 26 centres opérationnels de cyberdéfense. Donc, il y en aurait 3. Mais dans le futur, ce qu'on souhaite, c'est justement qu'ils utilisent les services du MCN, à moins pour d'autres raisons qu'on trouve plus logiques qu'ils se retournent vers un autre ministère. Et des enjeux de standardisation. Je pense qu'il y a un bénéfice d'utiliser, entre autres, le ministère pour être capable d'avoir des outils plus standards. Mais actuellement, avant de mettre en place, parce que je comprends que c'est une obligation, là, vous allez pouvoir les contraindre à utiliser les services du ministère. Et actuellement, qu'est-ce qu'ils font? Pour... Ils ont recours à un autre ministère. OK. Donc, ils prennent en charge leur sécurité. C'est juste qu'un ministère, par exemple, le ministère du Travail, c'est arrivé dans des cas beaucoup où il y a eu des ministères qui ont été séparés en deux. Donc, si on prend le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, il offre des services au ministère du Travail. Mais là, dans ce cas-là, Éducation, enseignement supérieur. Oui, mais dans ce cas-là, on ne tomberait pas dans la dernière partie du libellé. Toutefois, l'organisme n'a pas à recourir aux services offerts par le ministre si de tels services sont fournis par un autre organisme public, en vertu d'une entente autorisée par le ministre. Fait que ça pourrait être une entente autorisée, mais le ministre garde le contrôle, donc. Que ce soit satisfaisant à la satisfaction du ministre. Donc, il faut que je juge que les services offerts sont suffisants, rencontrent les standards du ministère. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non, ça va. Est-ce que l'article 10 est adopté? Adopté. Adopté. Alors, on s'en va à l'article 12. Monsieur le ministre. On est rendu à 12 parce qu'on l'a fait. 12. 11 est fait. Okay. L'article 12, 12.6 de cette loi est modifié par l'insertion après le paragraphe 4.1 du suivant. 4.2. Procéder selon les conditions et modalités déterminées par le ministre à des analyses concernant la sécurité offerte par un actif informationnel ou un service en ressources informationnelles utilisé ou à être utilisé dans les systèmes et les infrastructures d'un organisme public et donner à ce dernier un avis concernant le niveau de sécurité estimé. L'article 12 du projet de loi vise à assurer la cybersécurité au sein de l'administration publique avec des vérifications de sécurité portant sur les produits et les services d'un organisme public. Le paragraphe 4.2 proposé à introduire à l'article 12.6 de la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des organismes du gouvernement, chapitre G1,
7.03 prévoit une nouvelle responsabilité pour le chef gouvernemental de la sécurité de l'information. Ce dernier doit procéder selon les conditions et les modalités déterminées par le ministre à des analyses concernant la sécurité offerte par un actif informationnel ou un service ou ressources informationnelles utilisées ou à être utilisées dans les systèmes et les infrastructures d'un organisme public et donner son avis concernant le niveau de sécurité estimé. Intervention? S'il vous plaît. Madame la députée. Oui, allez-y. On tente de pallier à quel... on ajoute donc des responsabilités au chef gouvernemental de la sécurité de l'information. Et donc, quelle est la problématique actuelle ou le manquement actuel là, qui vous amène à déposer cette modification? Je vais commencer, puis je vais laisser mon collègue. Mais ce qu'on veut prévenir, c'est les attaques potentielles et c'est le niveau de risque en mettant en place une application qui prêterait flanc à des possibilités d'intrusion au niveau des données, qui pourraient être des données sensibles. Monsieur Gauthier? Pour compléter, par exemple, quand on fait l'acquisition de solutions, on peut exiger des critères que le fournisseur respecte certains standards, certaines normes, mais au-delà de ça, en matière de sécurité, il y a aussi d'autres risques. Par exemple, la provenance de la solution. Est-ce que l'entreprise est basée dans un pays, dans un État, où l'État va être un peu plus intrusif envers les entreprises, va avoir accès aux données de l'entreprise sous prétexte de sécurité nationale. Ça en a un exemple qui est d'actualité, mais ça a toujours été un risque réel. Au-delà de l'État, est-ce que l'entreprise est sous influence, au-delà des lois, excusez, est-ce que l'entreprise est sous influence de l'État? Est-ce que ses dirigeants ont des liens forts avec l'État? C'est des choses qu'on observe. Sinon, les pratiques de l'entreprise, est-ce qu'ils ont des bonnes pratiques en matière de sécurité, une transparence en matière de sécurité, en divulgation des vulnérabilités? Est-ce qu'ils ont souvent des vulnérabilités critiques? C'est des produits de sécurité, c'est important qu'il y ait... C'est normal qu'il y ait des vulnérabilités, des correctifs, mais si ça devient récurrent et souvent critique, ça peut être préoccupant. Donc, au-delà des normes, de juste dire oui, ils respectent telle norme, on va faire des analyses plus approfondies pour ce qui est plus critique, je dirais. Merci. D'autres interventions? Non, ça va. Non? Parfait. Alors, est-ce que l'article 12 est adopté? Adopté. Monsieur le ministre, l'article 13. L'article 13, l'article 12.1 de cette loi est modifié par la suppression du sous-paragraphe G du paragraphe 2 du deuxième alinéa. L'article 13 du projet de loi propose le retrait de la recherche et le développement dans l'énumération des fins administratives ou des services publics où l'on retrouve au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l'article 12.1 de la Loi sur la gouvernance et de la gestion des ressources informationnelles et organismes publics et des entreprises du gouvernement, chapitre G1.03. La disposition de la Loi sur l'Institut de la statistique du Québec, chapitre 13.011, et celle de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, chapitre A, 2.1, peuvent s'appliquer selon les situations envisagées. C'est de la concordance? C'est de l'allègement. De l'allègement réglementaire. Des commentaires? C'était l'article 12.10, hein, Monsieur le ministre, de la LGGRI qui est modifié. Oui. Oui. C'est clarifié. On dit que les données numériques constituent un actif informationnel stratégique. Leur mobilité... Ah, c'est... Mobilité, leur valorisation à des fins de... Pour l'application, on entend par fin. Dans le fond, l'ISQ en fait déjà. C'est une question de doublons qu'on enlève. Donc, c'était prévu ailleurs. Oui. C'est ça? Ça, au niveau de l'ISQ. C'était trop d'endroits en même temps. Si vous voulez, je peux Oui, donner une explication. Oui. Alors, Madame Bacon? Le projet de loi 95 qui a introduit le chapitre 2.4 sur les données numériques gouvernementales a été adopté en 2021.
Et au même moment, on modifiait la loi sur l'Institut de la statistique pour prévoir un régime également de recherche avec les chercheurs et vous avez quelques décrets là, qui ont été publiés dernièrement. Là. Donc, aujourd'hui, 2025, on se retrouve avec plusieurs régimes dans plusieurs lois. On tente de faire un allègement pour dire que, de toute façon, avec la loi sur l'Institut de la statistique, il faut prendre un décret. Alors, en vertu de la SGGRI 12.10 et suivant, ça prenait un décret aussi. Donc, pour l'avenir, on supprime un régime qui est celui de la SGGRI pour les chercheurs et on les réfère directement à l'Institut de la statistique, tout simplement. Merci. D'autres interventions? Non. Est-ce que l'article 13 est adopté? Adopté. L'article 14, Monsieur le ministre. L'article 14, l'article 12.14 de cette loi est modifié, 1, par l'ajout à la fin du deuxième alinéa de la phrase suivante, « Une source officielle de données numériques gouvernementales doit assurer la cohérence et la qualité des données concernées et les organismes publics sont tenus, quant à eux, de recueillir ces données auprès de cette source et de les utiliser ou de les communiquer à cette dernière. » Deuxièmement, par le remplacement dans le troisième alinéa de la dernière phrase par la suivante, « Il peut soustraire un organisme public ou une catégorie d'organismes publics à l'obligation de recueillir des données auprès d'une source officielle de données numériques gouvernementales, de les utiliser ou de les communiquer à cette dernière. » Troisièmement, par la suppression des quatrième et cinquième alinéas. L'article 14 du projet de loi vise à favoriser l'atteinte de l'objectif consistant à instaurer une gouvernance et une gestion optimale des données numériques gouvernementales pour simplifier l'accès aux services publics par les citoyens et les entreprises, tel que l'énonce le paragraphe 4 de l'article 1 de la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement, chapitre G 1.03. Le paragraphe 1 de l'article 14 proposé prévoit l'ajout à l'article 12.14 de la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement de l'obligation qui est faite à un organisme public de recourir à une source officielle de données numériques gouvernementales lorsque telle source est dûment désignée par un décret du gouvernement. Cette approche permet d'éviter la duplication des initiatives de collecte d'un organisme public et assure une cohérence à l'échelle gouvernementale tout en prévenant la fragmentation et la complexification des services offerts aux citoyens. Le paragraphe 2 de l'article 14 proposé prévoit la possibilité pour le gouvernement de soustraire un organisme public à l'obligation de recourir à une source officielle de données numériques gouvernementales advenant une situation particulière. Le paragraphe 3 de l'article 14 proposé prévoit une mesure de concordance en lien avec la loi sur les renseignements de santé et des services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives. 2023, chapitre 5, sanctionné le 4 avril 2023. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui. Oui, juste... Madame la députée? Oui, juste nous expliquer qu'est-ce qui est visé ici. Bien, je vais vous donner une situation. Actuellement, il y a énormément d'informations, il y a énormément de données qui sont utilisées, qui sont collectées, qu'on se retrouve avec des données qui ont un niveau de qualité variable pour la même information. C'est qu'on veut être capable de rassembler ces données-là, d'avoir une donnée unique qui peut être utilisée par divers organismes pour simplifier justement le service offert aux citoyens. Je vous donnerai l'exemple. Des fois, on va requérir un service à un organisme public. On va présenter notre photo. Ça ne sera pas la même photo que l'autre. Dans un certain cas, ça peut être le permis de conduire. Dans d'autres cas, ça peut être des informations au niveau de date de naissance ou des informations personnelles qu'on veut simplifier ces données-là et cesser de la collecte, dans certains cas, de la collecte de données qui est inutile, qui n'est pas pertinente. Monsieur le ministre, chers membres de la commission, je vous remercie pour votre collaboration. Compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux sine die.